Alors, ce qui va te faire bizarre, c'est que j'hésite encore à tutoyer ou vous voyez. Alors fais comme tu veux. Je vais te tutoyer. T'es sûr? C'est un manque de respect, mais bon. Est-ce que la Lorraine est une terre de mystère? Ah oui, il y a plein d'histoires. Il y a Uruf, par exemple, avec des cas de combustion spontanée. Uruf, c'est un village qui n'est pas très loin de Nancy. Et j'ai continué jusqu'à ce que je tombe sur vraiment des affaires extraordinaires. Encore une fois, c'est un tout petit pourcentage où, mon monde vacille en quelque sorte. Je me dis, ah ok, c'est vrai, je ne peux pas le nier, c'est un phénomène qui est réel. Des objets qui se déplacent sur une table ou dans une maison, des meubles qui bougent, des coups dans les murs, c'est réel. Les ovnis, c'est réel. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est réel. J'en ai filmé un. Ces phénomènes fous, quelque part, existent. Et alors là, pour le coup, c'était une vraie réflexion. Salut à tous et bienvenue dans Xav Stories pour un nouveau numéro avec un ami, je dois le dire, David Gallet. Comment ça va, David? Salut Xav, ça va très bien et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Je suis vraiment ravi de te recevoir parce que on reçoit, on va dire, des pontes, des gens qui sont les meilleurs dans leur domaine. Et moi, quand je me suis intéressé véritablement, alors je connais ton travail, il n'y a pas de souci, mais quand je me suis véritablement intéressé à ton boulot vu par d'autres personnes qui sont dans le même domaine, eh ben c'est simple, on m'a dit David, c'est un des meilleurs. Voilà, tout simplement. C'est le meilleur, je crois. Enfin bon. Tu peux le dire. Alors, on va essayer de résumer. Auteur, écrivain donc, réalisateur de documentaires, enquêteur, le tout alors dans le paranormal. Alors c'est un terme un petit peu fourre-tout, mais déjà première question, est-ce que je me suis trompé dans ta présentation, somme toute succincte et rapide? Non, c'était magnifique. Alors paranormal, effectivement, c'est pas un mot que j'adore forcément, mais en tout cas, ça parle à tout le monde et on comprend très vite dans quoi on est. C'est plus les phénomènes inexpliqués, voire les énigmes historiques aussi. Je suis aussi intéressé par le trésor soi-disant des Templiers que par les apparitions de la Vierge, que par les phénomènes de poltergeist ou les ovnis. Alors ça englobe tout ça, paranormal, ça va, on comprend vite, mais en fait, ce sont des sujets qui sont quand même assez différents les uns des autres. Entre les ovnis et un fantôme dans un château, c'est pas du tout la même chose. On peut dire que tu es un enquêteur, tu enquêtes sur des phénomènes dont on n'a pas encore l'explication. Ouais. En fait, j'ai eu la chance vraiment d'être payé pour ça. J'en revenais pas depuis pratiquement 20 ans. Alors, au départ par le groupe RTL, puis ensuite par France 2, par Canal+, le groupe Canal+, et puis par diverses choses qui m'ont permis de faire des documentaires. Et donc, être payé pour enquêter sur des phénomènes dits inexpliqués ou surnaturels, c'est un kiff total. C'est-à-dire que c'est très amusant. Après, c'est très décevant aussi, parce qu'évidemment, quand on arrive dans ce milieu-là, on dit je vais arriver dans un château, il va y avoir des fantômes, je vais voir des trucs, etc. Et puis, il y a beaucoup de moments où il se passe strictement rien. D'ailleurs, à 95-96%, il ne se passe rien. Donc, ma carrière est du vide. Mais alors, histoire que les choses soient bien claires et que les gens qui nous regardent justement soient vraiment mis au courant. T'es pas un illuminé, t'es pas un médium. Je crois même que t'es athée, il me semble. Oui, j'ai une formation, j'ai une culture chrétienne, mais pas plus que ça. Non, je ne crois pas à grand-chose, si ce n'est que je m'intéresse à tout, aussi bien à l'histoire des religions, aux philosophies diverses et variées, et puis à ces phénomènes-là. Donc j'écoute un petit peu tout le monde, et puis après j'essaye de vérifier les choses, dans la mesure du possible. Quelquefois c'est très difficilement vérifiable. Généralement, les gens, quand on devient journaliste économiste, eh bien, on comprend, sportif, on comprend. Mais toi, d'où est venue justement cette vocation d'aller chercher, d'aller te spécialiser dans hormis le fait que tu aimes ça. Mais comment t'es arrivé à ça? D'abord, j'aimais pas les maths, j'aimais pas trop le sport, donc du coup, il fallait trouver autre chose. Non, c'était un phénomène qui m'était arrivé quand j'étais petit, avec mon frère. Ma mère faisait les cours de catéchisme. Et puis, alors, je croyais déjà pas trop à grand-chose, mais par contre, j'aimais bien les histoires d'extraterrestres. Alors, j'avais 10 ans, quoi. Donc, ma mère disait, il me racontait l'histoire d'un type qui marchait sur l'eau, qui changeait l'eau en vin, qui ressuscitait les morts et tout ça. Mais ça, il fallait y croire. Je connais pas, je vois pas. Non, Jésus, je t'en parlerai un petit peu. Il fallait y croire, c'était comme ça, la société croyait à ça. Et j'avais dit à ma mère, mais du coup, mais les extraterrestres, du coup, c'est vrai aussi. Elle m'avait dit non, et puis t'as pas le droit de dire ça dans un cours de catéchisme. Enfin bref, j'étais viré du cours de catéchisme. Alors ça faisait rigoler tous les petits copains, ces histoires d'extraterrestres. Et puis voilà, ça me blessait pas plus que ça, surtout que c'était chez moi. J'étais viré de chez moi pour aller chez moi, donc ça allait. Donc j'étais dans ma chambre et tout ça. Et le soir, en fait, avant de se coucher, on avait éteint la lumière avec mon frère.
On était tous les deux dans la même chambre, et j'entends une respiration très forte à côté de moi, et comme si c'était un vieillard qui suffoquait, qui mourait, quoi. Enfin, une respiration très difficile, quoi. Tu dormais avec ton frangin, c'est Oui, ça? oui, oui, il était à côté, on était dans le loin, voilà. Ok. J'entends ça, je me dis que c'est mon frangin qui fait une bonne blague. Bon, il avait 9 ans, lui, moi 10. Bon, c'était quand même difficile, mais enfin, à cet âge-là, tu réfléchis pas trop. Et puis, du coup, j'allume la lumière, je réveille mon frère, je dis arrête, c'est énervant, tout ça. Il me dit, mais c'est pas moi, c'est quoi, qu'est-ce que t'entends, etc. Je dis, j'entends la respiration, machin. Il me dit, c'est pas moi. Et puis, limite, on s'engueule. Et puis, on rééteint la lumière. Puis, je dis, c'est pas possible, je rallume, j'entendais toujours ce truc. Je rallume, je vais voir sous le lit, je vais regarder à droite, à gauche, etc. À l'époque, je pouvais pas imaginer que ça pouvait être une chouette dans le grenier ou je sais pas quoi. Et c'est surtout qu'en fait, à un moment, donc ça a énervé aussi mon frère, à un moment, je finis par éteindre la lumière et à me mettre l'oreiller sur la tête. C'était vraiment bizarre quand même, hein, comme truc. Et je l'entendais toujours. Alors là, je me suis dit, oups, là c'est très 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 bizarre. Alors j'ai fait une petite prière sous la couette, tout ça, en disant, c'est le diable, donc pitié, s'il vous plaît, sauvez-moi. Et puis je sais pas comment j'ai dormi, mais le lendemain matin, je me suis rappelé évidemment de cette histoire-là. Et je me suis dit, c'est pas possible. J'aurais dû fouiller encore plus parce que c'était pas le diable, c'était autre chose, quoi. Alors c'était autre chose, mais je ne sais pas ce que c'est encore aujourd'hui. J'ai vu et entendu ce genre de phénomène dans des églises, des choses comme ça, des respirations très fortes qui sont dues à des animaux, des chouettes notamment. Ça ressemblait pas à ça, quoi. Donc voilà, je me suis fait une petite théorie très personnelle aujourd'hui, mais Tu peux nous la donner peut-être. elle est vraiment très bizarre. Là. Je veux dire, non, mais c'est une théorie. Enfin, je veux dire, Non, j'ai imaginé, mais alors c'est romanesque, hein, mais c'est ma petite théorie rigolote. J'ai imaginé que la personne que j'entendais était moi, mais dans un futur très lointain, j'espère le plus lointain possible, presque sur mon lit de mort, et que je venais me rendre une petite visite quand j'avais 10 ans, dans ma chambre d'enfant. Alors, c'est juste très romanesque, ça pourrait être un sujet de roman, mais évidemment que je n'ai pas la solution à ça. à quel moment tu en as fait véritablement ton métier? J'ai intégré l'équipe d'RTL 9 à Metz, dans les fin des années 90, je crois. Et à un moment, il fallait des chroniques. Hein, je faisais chroniqueur. Et puis donc, du coup, j'ai proposé, parce que vraiment, c'est un sujet qui m'intéressait, parce qu'entre-temps, j'avais lu beaucoup de choses. Alors, c'était du tout et n'importe quoi, hein, sur, je sais pas quoi, l'île au trésor, sur les fantômes dans les châteaux, sur les ovnis, etc. Mais bon, c'était une littérature qui était quand même d'une crédibilité douteuse. Mais le sujet m'intéressait et il y avait déjà en Lorraine des histoires qui étaient fascinantes. Alors, on parlait par exemple à l'époque du visage du Christ, du visage du Christ à Cirque-les-Bains, qui était apparu comme ça sur un mur. Sur un mur, oui. Voilà, il y avait des histoires d'ovnis. Donc j'avais proposé des histoires d'enquête et tout ça. Et à l'époque, Jean-Luc Bertrand a dit ok, on va faire ça. Alors avec Qui des était le moyens, patron de la chaîne. qui était le patron de la chaîne et le présentateur de l'émission. Et m'était dit c'est cool, sauf que on avait des moyens quand même assez limités. Et voilà, je voyais un article dans le Républicain Lorrain avec par exemple une histoire d'un type qui avait vu un ovni. C'est mon premier reportage payé pour ça. Et le type avait vu un ovni dans la Meuse, etc. On est parti avec une équipe de reportage voir ce type qui avait vu un ovni dans la Meuse. Et le type, au bout d'un moment, alors nous raconte effectivement une histoire extraordinaire. Il était là et dans le champ, il y avait l'ovni qui est tombé, qui a atterri, puis qui est reparti, etc. Voilà, extraordinaire. Pas de traces dans le champ et du tout. Mais le mec m'a l'air un peu douteux quand même. Et quand on veut faire son interview, il me dit, on va le faire là, dans le champ, là où vous avez vu l'ovni. Ah non, on le fait. Moi, je ne donne pas d'interview ici que devant mon restaurant. D'accord. Bon, Ouais, ils voulaient de la pub gratos. Voilà, ouais, voilà, et je sentais pas le mec crédible parce que j'avais déjà quand même lu beaucoup de témoignages sur ces phénomènes-là. Ça tenait pas la route, quoi. Donc, première déception, mais j'en ai eu beaucoup d'escrocs en tout genre, dans les médiums, des voyants et tout un tas de choses. Bon, on est déçus, mais je continuais. Et j'ai continué jusqu'à ce que je tombe sur vraiment des affaires extraordinaires. Encore une fois, c'est un tout petit pourcentage où, là... Mon monde vacille en quelque sorte. C'est-à-dire, je me dis, ah ok, c'est vrai, je ne peux pas le nier, c'est un phénomène qui est réel. Des objets qui se déplacent sur une table ou dans une maison, des meubles qui bougent, des coups dans les murs, de manière absolument inexpliquée, c'est réel. C'est pas une arnaque, c'est pas des magiciens, c'est absolument réel. Il y en a. Les ovnis, c'est réel. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est réel. J'en ai filmé un, je peux pas... on me dit souvent, est-ce que tu crois aux ovnis, aux extraterrestres? Alors, on peut croire éventuellement à une vie extraterrestre, mais croire aux ovnis, c'est absurde. C'est un phénomène réel, catalogué, étudié par des scientifiques, par l'armée, par tout un tas de gens. Donc, c'est pas une croyance, c'est réel. Phénomène de poltergeist, c'est-à-dire des coups frappés. Poltergeist, ça veut dire en allemand des coups frappés, pour faire simple. Et ça, c'est réel aussi. Il y a d'autres phénomènes, les apparitions de la Vierge, c'est pour moi réel aussi. Alors que pour moi, c'était une pure arnaque, pas arnaque, on va dire la propagande d'église, quoi. Là, pour moi, c'est un phénomène réel. Il y a une histoire de contact télépathique avec des gens dans un contexte extrêmement religieux. Et bizarrement,
caricatural, quoi. Alors, comme je l'ai dit, David, tu n'es pas un illuminé, justement, tu es un chercheur, tu vas chercher l'explication, tu te bases sur la science, mais tu l'as un petit peu évoqué. Déjà, quand on est dans ton domaine, comment est-ce que l'on fait, premièrement, pour trouver de bons sujets de documentaires? Parce que je vois, tu as fait une foule de documentaires pour une foule de chaînes, tu as écrit une dizaine de bouquins, une dizaine de livres, Ouais. je crois, en tout genre. Bah, vraiment, tu es vraiment spécialisé, mais la question que je me pose, c'est que comment tu fais pour trouver des sujets à traiter et comment tu fais pour les traiter? Est-ce que tu fais appel à la science? Est-ce que tu fais des tests? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors oui, je fais évidemment appel à des scientifiques et tout ça pour pouvoir avoir peut-être la clé d'énigme. Alors comme on fait au départ, en fait, il y a tout un tas de sujets. Par exemple, il y a des corps imputrescibles. C'est-à-dire qu'on croise un jour un type des pompes funèbres qui raconte que, bah oui, moi j'ai déjà déterré des corps qui sont totalement intacts. Alors on l'explique par la qualité de la terre à côté, enfin la géologie, on va dire, par la sécheresse ou tout un tas de choses. Mais il y a des cas de ce qu'on appelle de corps totalement, pas embaumés, mais totalement imputrescibles, donc ils sont restés intacts dans l'histoire de l'Église chrétienne. Alors il y en a plein à Paris, par exemple, je crois qu'il y en a 4-5 à Paris, de personnages qui sont totalement intacts. Et là, pour le coup, c'est dû, soi-disant, à la spiritualité. Alors on va essayer d'étudier ça, donc on va interroger tout un tas de gens. On se dit, tiens, c'est bizarre, parce qu'ils ont un aspect très cireux, quoi. Alors on apprend qu'en fait, ils mettent quand même une couche de cire sur le visage pour que la peau ne soit pas trop attaquée par les rayons de la lumière, par exemple, ou par la pollution des bougies qui sont autour. Et puis au bout d'un moment, on se dit, ok, ça existe aussi, ça. Alors on trouve des gens qui sont des historiens ou des médecins qui vous disent, oui, moi je suis allé au Népal ou au Tibet, je sais plus, et il y a des gens, donc des Tibétains, des moines, qui sont en état de méditation, qui meurent en état de méditation, et leur corps est absolument intact, et ça peut durer comme ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Quand on dit intact, c'est vivant, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que quand on pince une peau d'un mort, la peau reste fripée quelque part. Mais quand vous pincez la peau d'une personne vivante, la peau revient et se remet à son état normal. Il faut être vivant pour ça. Or, ce sont des corps de mort qu'ils ont touchés, ces médecins. Quand on interroge ces gens qui sont tout à fait sérieux, on se dit, ok. Et eux vous disent, on ne sait pas ce que c'est, comme à Lourdes, les miracles de Lourdes. On n'arrive pas à expliquer certaines guérisons qu'on dit spontanées dans la médecine et qu'on dit miraculeuses pour l'Église. Il y en a plein, en fait, des sujets divers et variés, parce qu'on vit tous, quelque part, des choses dans notre vie, on va dire, paranormales, pour faire comme ça, avec quelqu'un qui va vous dire « Ah ouais, alors moi, quand ma grand-mère est morte, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, le chat a sursauté sur le lit, ou le chien s'est mis à aboyer, à hurler à la mort, ou alors j'ai vu quelque chose, une espèce de silhouette dans ma chambre, pile à l'heure de la mort de mon père, de ma mère, etc. » C'est des choses qui sont très larges et qui méritent vraiment d'être étudiées. Alors c'est étudié par certains scientifiques, pas des philosophes évidemment, et récupéré aussi en grande partie par tout un tas d'escrocs en tout genre, qui ont évidemment, eux, la solution. En général, quand quelqu'un vous dit dans ce milieu-là, je vais vous dire la vérité et vous allez comprendre, méfiez-vous. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tester, de dire ça, c'est une grosse arnaque? Alors, évidemment, il y a des choses qui sont simples. Par exemple, il y a des gens qui vont vous dire nous, on est médium et on contacte les défunts. Alors, il y en a plein, comme ça, on discute avec les morts, pas de problème. À partir du moment où vous discutez avec les morts, n'importe qui, ça peut être Coluche, Jeanne d'Arc, votre mère, enfin tout ce que vous voulez, vous avez déjà au moins plusieurs réponses normalement. Déjà, qu'est-ce qu'il y a après? Parce que moi, si je discute avec un mort, qu'est-ce qu'il y a après? Il me répond, je dis voilà, j'ai la solution, on sait ce qui arrive. Ça n'arrive jamais. Alors si c'est plus ou moins flou, c'est jamais la même chose, ou c'est les médiums vous disent ils n'ont pas le droit de vous le dire. Bon, c'est bien pratique quelque part. Enfin, ouais. Autre chose, c'est que les enquêtes criminelles seraient très vite résolues si vous discutez avec les morts. Vous avez une enquête, vous interrogez les morts, et qui vous a fait ça, cher ami? Et puis on vous répond, on vous dit, je vais vous donner des indices, même s'ils ne veulent pas répondre. Mais au moins, la personne qui a été tuée, qui vous répond donc de l'au-delà, vous dit, voilà, c'est ça. Or, en fait, pas une seule enquête n'a été résolue comme ça. Il y a 2-3 cas comme ça, mais qui sont très discutables. Peut-être du hasard, non? C'est pas du hasard, c'est des gens extrêmement croyants qui ont voulu faire croire, à mon sens, à ces choses-là. Mais voilà, donc, j'y crois pas, parce que c'est simple. Imaginons qu'on se mette tous à une table avec un médium. On va faire en sorte que le médium ne sache pas du tout de qui on parle. Et nous-mêmes, on ne va pas savoir de quelle mort on parle. Et on va essayer de l'interroger. C'est extrêmement précis parce que si vous croyez à la télépathie, par exemple, ça veut dire que si vous êtes devant moi et vous me dites, voilà, je pense à un mort, etc., à quelqu'un dans ma famille ou ce que vous voulez, et puis du coup, le médium va vous dire, ah oui, il était jeune, il a eu un accident ou je ne sais pas quoi, etc. Bon, peut-être que c'est vrai que ça tombe bien. Il est peut-être morphopsychologue, il est peut-être mentaliste, il est peut-être
il a peut-être une capacité de télépathie. Il y a un autre cas aussi à étudier, la télépathie, mais c'est intéressant. Mais du coup, si vous avez les informations, vous avez pu vous les faire piocher par ce personnage-là, de diverses manières. Par contre, si vous n'avez pas l'information, c'est-à-dire que vous dites, voilà, j'ai dans une enveloppe le nom de quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, j'ai aucune information dessus, dites-moi ces choses sur ce personnage-là. Lui ne peut pas savoir, vous ne pouvez pas savoir. À partir du moment où il vous donne tout un tas d'informations vérifiables sur la personne dont le nom est figuré dans l'enveloppe, alors là oui, ça n'est jamais arrivé. Donc pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de dialogue avec les morts. Mais encore une fois, je vais me faire insulter peut-être sur les réseaux. Il y a des gens qui croient vraiment à ça, les cercles spirit, Alan Kardec, etc. Il y a tout un tas de choses, des gens qui peignent en se prenant pour Van Gogh. Pas de souci. Donc là effectivement, tu as évoqué le fait que quelque part, certains escrocs mentalistes ou n'importe quoi se servent un petit peu peut-être de la naïveté, oui, sûrement, de la naïveté. Et de la détresse, c'est ça qui est le pire. Voilà, c'est ça, de leur interlocuteur ou interlocutrice. Mais toi, est-ce que, quand même, de temps en temps, malgré toutes les preuves que tu réunis, tes recherches, tu t'es dit, tiens, ce truc-là, mais alors là, déjà, ça me fout les boules. Et puis, deuxièmement, j'ai zéro explication. Et comme j'ai zéro explication, j'ai encore plus les boules. Alors, ça m'est arrivé de voir, par exemple, dans des séances de spiritisme, des choses comme ça, la table quasiment se soulever avec des gens qui se barraient à l'extérieur. C'est-à-dire la table sortait de la pièce, quoi. Avec, il restait plus que 2-3 personnes sur la table et penchées comme ça, et la table s'en va. Bon, bah là, c'est quand même impressionnant. Évidemment qu'après, on va renifler un petit peu la table en question pour savoir s'il n'y a pas un truc. Moi, j'ai rien vu de spécial. Par contre, alors c'est vrai que là, du coup, j'ai pas de croyance. Donc, quand je suis, moi, à cette table-là, que je vois la table qui s'en va, mon premier réflexe, c'est pas de rester à la table, c'est de partir pour aller filmer ce qui se passe, parce que c'est juste extraordinaire de voir ce truc-là. Il y a une fois aussi, alors là, pour le coup, mon cerveau m'a dit, sors, vite. C'est-à-dire qu'une fois, j'étais dans le château le plus hanté de France. Je résume, hein, en gros, mais je croyais pas trop. Je faisais un reportage, je me suis dit, bon, je vais ramener pas grand-chose comme image. Alors, je tournais là-dedans avec une caméra infrarouge, etc. Puis, toutes les 20 minutes, une demi-heure, je reprenais la caméra, je disais, bon, il est minuit 10, je me balade, etc. Mais j'avais peur de revenir avec rien. Donc, et puis, il s'est passé deux choses bizarres. La première, c'est que la propriétaire m'avait dit, tu verras, dans cette pièce, c'est assez étonnant. On rentre et ça sent vraiment comme si on avait cuisiné dans la pièce. C'était une petite chambre de 15 mètres carrés. Et puis j'étais allé 2-3 fois, et là j'y retourne, et alors ça sentait mais la soupe de poireaux. C'est un truc, je dis mais d'où ça sort cette odeur, et qu'il n'y avait que dans la chambre, quoi. Donc première interrogation, parce qu'on se dit mais c'est pas possible, quelqu'un a débouché un truc, mais il n'y avait personne dans le château en question. Bon. Et puis après, à un moment j'étais dans le hall du château, et là j'entends comme un boom comme ça, mais un coup sourd, et puis ensuite des pas, et vraiment, c'est-à-dire des pom, 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 et c'était au-dessus de moi, et ça commençait à venir vers l'escalier qui arrivait sur moi. Et là, pas de panique, mais le cerveau quand même, il est en mode du genre, ça peut être dangereux, donc tu t'en vas. Et ben je me suis barré du château. J'ai eu, j'avoue, un courage assez limité, parce que je ne suis pas revenu dans le château dans la nuit. Il n'y avait personne, hein, donc voilà, j'ai dormi dans une toute petite voiture de location jusqu'à ce que la propriétaire me retrouve le lendemain matin, me dit qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je dis écoute, ton château, effectivement, il y a peut-être des trucs bizarres, quoi. Mais c'est intéressant parce que quand j'ai fait des recherches pour préparer cette interview, je suis tombé sur une vidéo qui est signée David Gallet, où on voit, tu filmes pendant une trentaine de secondes une pièce, il ne se passe rien, et il y a un tableau qui se casse la figure. Alors ouais, en fait il y a une histoire derrière tout ça. Ouais, effectivement, il tombe comme ça dans la nuit, c'est une caméra qui était fixe et qui tournait. Je pourrais l'utiliser cette vidéo. Oui, bien sûr, parce qu'il y avait des tableaux au sol et je voyais bien qu'il y avait des crochets. Elle me dit ah celui-là je le raccroche plus, il tombe tout le temps. J'ai dit ça vous dérange pas si je le raccroche et puis on filme parce que s'il tombe c'est juste génial. Tu as vérifié le clou? Ah bah oui, enfin, je ne vais pas tirer dessus comme un malade, mais oui, quand on l'accroche, on fait ça, quoi. Donc, alors je ne sais pas pourquoi il est tombé. Encore une fois, sur la vidéo, c'est vrai, je me rappelle, on voit comme s'il était poussé, quoi. Enfin, il tombe, quoi. Enfin, c'est assez bizarre, ouais. Bon, bah voilà, ça fait partie des trucs bizarres. Mais dans ce château, j'ai vécu d'autres choses que j'ai cru bizarres à un moment et qui n'étaient pas bizarres. Il y a un moment, on me voit d'ailleurs à l'image, je sens un coup de vent comme ça, mais vraiment tout près de mon oreille comme ça. Et je suis dans le noir parce que je filme en infrarouge. Et là, j'ai un petit peu les boules quand même. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Et on m'entend dire, ah, qui c'est? Et puis, je continue, retruc, je sens qu'on me frôle les cheveux, quoi. Je dis, il y a un truc il y a forcément quelque chose dans la pièce, quoi. Sauf que ma caméra infrarouge, je l'oriente parce que je cherche ce qui m'arrive, quoi. Et là, je vois passer, mais c'est très furtif, mais on le voit quand même, les balles, c'était une chauve-souris. Ah, c'est quand même une belle chauve-souris, quoi. Mais donc, il y avait une chauve-souris dans la pièce.
Là, donc du coup, si j'avais pas vu de chauve-souris, j'aurais pu témoigner en disant ah bah voilà, j'ai été frôlé par une main invisible, etc. Mais j'ai vu la chauve-souris, donc plus de mystère. Et il y avait un autre truc, une fois pour TF1, on avait fait, on amenait des artistes, des people dans des lieux hantés, tout ça. Et puis c'était un château en Bretagne, hanté, soi-disant. Et pareil, on met de... Alors il se passe rien, mais par contre j'avais laissé un ordi avec des micros, suramplifiés ces micros, dans une petite chapelle où il n'y avait qu'une seule entrée. Personne ne pouvait y aller. Et il n'y avait pas de plafond, hein, le toit de la chapelle était comme ça, donc pas de grenier, c'était assez facile. Pas de bruit trop extérieur, c'était un château assez isolé. Je laisse tourner les enregistrements comme ça toute la nuit. Et puis vers 1h, 2h du mat, on va quand même contrôler un peu ça. On était censé voir une ligne. Alors, peut-être avec des petites courbes, parce que des fois on passait près de la porte de la chapelle ou des choses comme ça, mais vraiment pas quelque chose de grave, quoi. Pour capter le son, on est d'accord. Capter le son, c'était pour enregistrer des sons dans le truc, dans la chapelle. Et là, à un moment, je vois sur ce qui aurait dû être une ligne, en fait, des pics comme ça, mais même pas réguliers, mais il y en avait plein. Alors j'écoute, et en fait, quand on écoute, on entend, alors c'est suramplifié, hein, et on entend comme ça, mais vraiment comme ça. Donc on est sidérés, t'écoutes ça la nuit dans un château hanté. Mais c'était ça. Donc voilà, enfin, et je suis scotché, mais toute l'équipe est scotchée. Bon, puis voilà, on continue le tournage jusqu'à 2-3 heures du matin, puis tout le monde va se coucher. Le lendemain, on range tout dans les voitures, tout le matériel, et je vois le propriétaire qui est en train de fermer la chapelle en question. Je fonce, on était prêt de rentrer dans les voitures, quoi. Et je dis, excusez-moi, je peux juste rejeter un dernier œil, parce que je voulais avoir éventuellement une solution. Je rejette un œil dans la chapelle, je ne vois rien. Et puis, bon, le propriétaire était au courant que ça avait respiré, on va dire, dans la chapelle. Et puis, au moment où il ferme la porte, je vois, mais du coin de l'œil, un espèce de truc accroché à la porte. Je dis, ça c'est quoi, ça, le truc accroché à la porte? Il me dit, ah, ça, c'est un distributeur de parfum. Et ça fait quoi comme bruit? Il dit, on n'a qu'à essayer, parce qu'on peut le mettre en manuel. Voilà. Il appuie, et ça fait... Voilà, et c'est ce bruit. Et pareil, si j'étais monté dans la voiture avant d'aller voir le propriétaire, je vous raconterai à cette heure-ci une histoire étrange d'une respiration dans une chapelle, dans un château hanté. C'était pas le cas, voilà. Souvent, tu es déçu, justement, quand tu as l'explication, tu te dis, mince, j'aurais tant aimé que ça soit vrai. Oui, au bout d'un moment, non, mais par contre, quand ça arrive, quand il y a des choses vraiment absolument inexplicables qui arrivent, alors là, on est dans une autre dimension, parce qu'on sait que c'est vrai. Et là, c'est juste... Il n'y a évidemment pas de solution, je n'ai pas d'explication à certains phénomènes. Mais il dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement, c'est à se demander si, si notre monde est réel, c'est à se demander, mais on se pose plein de questions. Ces phénomènes fous, quelque part, existent. Et alors là, pour le coup, c'est une vraie réflexion. Justement, David, si tu veux bien, j'ai un petit jeu pour toi. Parce que tu as fait combien d'enquêtes, grosso modo, entre tous les livres que tu as? Est-ce qu'on peut les chiffrer en milliers, par exemple? Est-ce que tu t'es intéressé? Allez, quoi, on va dire 300, grosso modo? Ouais. J'ai le chiffre. Ouais. D'accord. J'ai un peu compté, oui. Okay. J'ai un peu compté. J'ai pris tous tes bouquins, j'ai dit, non, c'est pas vrai, c'était une estimation. Un peu, voilà. Mais je vais te donner des mots, et toi, tu vas me raconter en 2 minutes une histoire extraordinaire. Là, c'est clair. Un mystère. Une vraie vrai, quelque chose qui t'a marqué. Par exemple, si je te dis ovni, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, tu me dis ovni, je te dis ovni, tu me racontes quoi? Bah, ovni, déjà, le truc incroyable, j'en ai filmé un quand même. C'est pas donné à tout le monde. Et le pire, c'est que je suis le moins crédible possible, puisque je m'intéresse aux ovnis, que j'écris des bouquins dessus. Alors à l'époque, j'en ai pas écrit, mais je me suis dit, le jour où j'en vois un, où j'en filme un, personne ne va me croire. Parce qu'en plus de ça, je sais manier, moi, les After Effects, avant l'intelligence artificielle, on pouvait déjà manipuler sévèrement les images. Donc, voilà, je me suis dit, si je filme, ça va être compliqué. Or, il s'est trouvé que j'étais en Lorraine, d'ailleurs, à Cattenom, à Zoufgen, on filmait des parapentistes, j'étais à une caméra, enfin, c'était des paramoteurs, et est apparue dans l'image une espèce de boule de lumière. Alors, on le voit à l'image parce que je coupe tout de suite, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est un effet de flair du soleil. Sauf que, je coupe peut-être, mais je regarde en l'air, quoi. Et je vois, mais un truc très bizarre dans le ciel, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement lumineux et extrêmement bizarre, quoi. Évidemment, je remets la caméra, j'essaye de le suivre, et je le filme. Le type qui est à côté de moi me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'étais censé... Il voit passer les paramoteurs là, et moi, je filme là-bas, quoi. Par contre, évidemment, on a pu regarder immédiatement les images, et il a vu cette chose. Et c'est dingue, c'est-à-dire que c'est, je sais pas comment dire ça, une espèce de boule de plasma, de je sais pas quoi. Alors ça pourrait être la foudre en boule, alors il n'y avait pas d'orage ou quoi que ce soit. Une espèce de boule lumineuse qui prend plein de formes différentes, qui quelquefois se scinde avec des petits trucs qui partent, on ne sait pas ce que c'est. Quelquefois ça prend la forme d'un ange, c'est assez dingue. Et puis ça disparaît, alors là, ça se, je sais pas comment dire, faut voir la vidéo, ça se fond comme ça en 2 trucs, un truc noir, un truc blanc.
et puis ça part à une vitesse de dingue vers Est-ce que l'espace. tu as fait expertiser ces images? Ah oui, Est-ce que tu as demandé évidemment. l'avis d'autres personnes? J'ai montré ça à des gens, mais alors évidemment, par exemple Jean-Claude Bourret, parce que j'avais la chance de le connaître, à André Braic, qui était quand même un astrophysicien extrêmement connu, alors qui lui, évidemment, me disait, je vous montrais ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, c'est dingue, mais est-ce que pour un scientifique, il faut reproduire une expérience, il faut que je puisse étudier la chose. Il dit, moi, je ne peux pas étudier des images, quoi, c'est pas possible, c'est très compliqué. Le GEPAN aussi a vu les images. Le GEPAN, c'est? Alors le GEPAN, c'est un organisme français, c'est rare d'ailleurs dans le monde, qui étudie officiellement les PAN, les phénomènes aériens non identifiés, et les ovnis, etc. Et ce depuis un petit moment. Ça a eu divers noms. Il y a une série d'ailleurs sur Canal+ qui s'appelle OVNI, qui raconte en gros l'histoire de cet organisme-là. Mais donc voilà, personne n'a la réponse, moi non plus. Je cherche de temps en temps. Des fois, je lis des articles scientifiques où j'entends, oui, de la foudre en boule ou un phénomène un peu extra. Alors j'essaie de comparer. Je dis, bah, ça n'a rien à voir. Pour l'instant, rien. Donc ça, OVNI, voilà, c'est cette image-là. Possession, si je te dis possession. Il y a un cas à Nancy, par exemple. Un cas très c'est connu. le prochain mot, j'allais te dire Lorraine. Mais Ouais, bon, ouais, vas-y, alors vas-y. Ce qu'on appelle l'énergumène de Nancy, c'est-à-dire une femme qui s'appelait Élisabeth de Ranfin, qui était une Vosgienne, qui était assez noble, hein, on va dire, Élisabeth de Ranfin, et qui à un moment, on l'a dit, possédée. Alors, elle faisait des trucs complètement dingues. Bon, elle parlait une langue totalement exotique. C'est ça qui est intéressant dans le cas de possession, c'est que les gens parlent une langue qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne pouvaient pas connaître, quoi. Et donc après, on appelle des spécialistes. Hein. Si tu parles latin, je vais faire venir un latiniste et il va me dire « Ah bah oui, il parle parfaitement bien, mais un latin avec un accent de l'Antiquité. » Mais bon, elle parlait des langues absolument dingues. Et surtout, elle avait des facultés de lévitation. C'est-à-dire qu'elle décollait du sol. Et quelquefois, elle décollait tellement qu'elle pouvait marcher contre le mur directement, alors contre les parois d'une église ou des choses comme ça. À cette époque, on est au XVIIe siècle, elle aurait dû être grillée, mais parfaitement bien cuite, quoi. Et en fait, c'était tellement dingue qu'ils l'ont fait étudier par des universitaires de l'époque. Alors à l'époque, c'était Liège, Paris, Londres. Des gens sont venus pour l'étudier, on a encore des textes de cette époque-là. Et puis à un moment, alors là, effectivement, il y a eu des exorcismes, il y en a eu plein en fait, hein, des exorcismes. On a accusé son mari, je crois que c'était une sorte de médecin, enfin bref, et on a dit c'est lui qui l'a envoûté, etc. Et c'est lui qu'on a brûlé. Et elle, à cette époque, il faut se mettre dans la mentalité, puisqu'elle a été à un moment délivrée du diable, elle l'a été forcément que par Dieu. Donc c'est devenu une sainte, et on a gardé, on a toujours encore à Nancy, chose qu'on ne voit quasiment jamais, et que j'ai pu retrouver, enfin c'est pas moi qui l'ai retrouvé parce que je sais où il est, mais il y a le masque mortuaire de cette Élisabeth de Ranfin qui existe et qui est exposé extrêmement rarement à Nancy. Et on raconte évidemment cette histoire qui est très documentée. Donc c'est un cas de possession, mais lorrain. Est-ce que la Lorraine est une terre de mystère? Ah oui, il y a plein d'histoires. Il y a Uruf, par exemple, avec des cas de combustion spontanée. Uruf, c'est un village qui n'est pas très très loin de Nancy. La combustion spontanée. La combustion spontanée, en gros. Non mais regarde, il est là, je l'avais mis là. Ah, magnifique. Voilà. Ça, c'est du vrai travail de journaliste. Non, ça gère pas quand même. Combustion spontanée, bah oui, il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à expliquer. Il y a eu tout un tas de théories. Pour l'instant, on n'a pas l'explication. Des gens qu'on retrouve totalement brûlés. Alors, pas totalement d'ailleurs, en partie. Et rien autour. C'est-à-dire la chaise sur laquelle les gens sont assis n'est pas brûlée. On retrouve des pattes. Les bas, par exemple, ne sont pas brûlés. Alors que pour brûler un corps, vraiment le calciné, c'est-à-dire vraiment que les os soient réduits en poudre, il faut des températures extrêmes et qui, évidemment, mettraient le feu à toute la pièce. Alors, il y a plein de théories, ce qu'on appelle l'effet de la bougie, etc. Mais ça mettrait... C'est quoi l'effet de la bougie en deux mots? Il y a des gens qui croient, mais ils ont fait des expériences réelles, alors pas avec des corps humains, mais avec des corps des porcs, mais ça a foutu le feu à toute la pièce, et il y a des studios d'ailleurs à Hollywood qui ont cramé à cause de ça, parce qu'ils ont fait des tests. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent que c'est la graisse plus quelques ingrédients qui vont faire brûler. Il y a aussi des maladies de peau extrêmement rares qui font qu'on va dégager une sorte de gaz inflammable, je résume vraiment, et que ce gaz, il faudrait y mettre le feu quelque part, hein, peut prendre feu, mais c'est vraiment pas, on n'a pas du tout la solution aujourd'hui. Donc Uruf, combustion spontanée, ça c'est hyper intéressant. Rogerville, pareil, il y avait des coups, tout un tas de choses qui se déroulaient dans une maison dans les années 70, je crois. Il y a des apparitions de la Vierge à Bouxières-aux-Dames, par exemple, à moult reprises, mais assez récemment dans les années 60-70. Alors on n'en parle pas parce que c'est pas très connu, et surtout les gens à l'époque, il y avait eu tout un tas de scandales. Le curé par exemple croyait vraiment qu'il y avait eu l'apparition de la Vierge, j'ai protégé la petite fille qui l'avait vue, mais tout le monde disait non, c'est une escroquerie, elle raconte n'importe quoi, enfin bref. Il y a toujours beaucoup de débats, donc il faut vraiment vraiment fouiller, regarder tout ce qu'il y a, et après on a des informations claires, et on se dit bon, ok, c'est possible ou c'est une arnaque. Alors, je voudrais qu'on revienne aussi sur un reportage que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt, c'est sur Fatima.
Voilà, tu es parti au Portugal. Fatima, c'est un petit peu le lourd portugais, on va dire ça voilà, comme faut ça. expliquer effectivement. Grosso modo. Fatima, Raconte-nous, parce que cette histoire est assez... Alors en résumé, Fatima, on est en 1917, donc en pleine Première Guerre mondiale. On est au tout début, en tout cas au mois de mai 1917, il y a des enfants, on va dire, allez, vraiment je fais simple, 3 enfants qui voient apparaître la Vierge, qui leur parle et qui leur dit « je serai là tous les 13 octobre ». Tous les 13 du mois. Donc du coup, cette apparition de la Vierge va perdurer jusqu'au 13 octobre 1917. Là, en fait, les enfants demanderont un petit peu avant à la Vierge de faire un miracle. Parce que comme ils ne sont pas crus par les adultes, ils diront « mais s'il te plaît, fais-nous un miracle que tout le monde verra et comme ça, tout le monde croira en toi ». Et effectivement, 13 octobre 1917, il y a plein de gens, là, c'est des dizaines de milliers de personnes qui viennent dans la Cova del Rio, je ne sais plus comment ça s'appelle, et ils sont dans la boue, c'est Woodstock, quoi, il pleut, enfin c'est pas terrible. Ils attendent un miracle. Jusqu'à midi, il ne se passe rien. Et puis, à un moment, ils diront, alors beaucoup de témoins, y compris des journalistes républicains, donc ils ne croient pas forcément aux histoires religieuses, ils diront le soleil a commencé à tourner dans le ciel, à tournoyer sur lui-même. Ils disaient que le soleil ressemblait un peu comme un écrin de je ne sais plus quoi, enfin, comme l'intérieur d'une huître, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, voilà, c'était un peu comme ça. Nacré, voilà. Le soleil prenait une teinte nacrée, tournait sur lui-même. Ça envoyait des rayons de toutes les couleurs aux gens qui étaient là. Et puis, à un moment, il a tourné, il s'est approché. Là. Les gens ont eu peur, ont couru, ont prié ils ont eu peur que ce truc-là s'écrase, que le soleil s'écrase. Combien de personnes alors? Combien de témoins potentiels? Probablement entre 15 et 20 000 personnes. Hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est ce qui était dit. Et puis voilà. Donc, cette histoire-là, elle est extraordinaire, mais les gens qui croient à l'histoire des ovnis, enfin qui pensent que c'était une histoire d'ovnis et non pas une histoire d'apparition, se sont dit, mais c'est incroyable, c'est une histoire d'ovnis pour nous. Donc ils sont allés étudier aussi cette histoire-là, et moi j'étais curieux de savoir déjà ce qui s'était passé à Fatima, et puis effectivement d'avoir des témoignages vraiment clairs. Or en fait, quand on va sur place, alors on est très vite maîtrisé, on va dire, par les gens du sanctuaire, par l'Église. Par l'Église, évidemment. Interdiction d'aller aux archives. J'ai posé des questions extrêmement franches en disant c'est bizarre qu'il y a un seul journal républicain qui parle de cet événement. Les autres ne font que reprendre, en fait, alors qu'il y avait pas mal de journalistes sur place. Il y avait des photographes. On n'a pas une seule photo de ce phénomène. C'est assez bizarre aussi. Et puis tout ça a été repris après, politiquement. Voilà, c'est une affaire assez complexe. Mais hyper intéressante parce que c'est devenu l'un des plus grands sanctuaires mariales, si ce n'est le plus grand avec Lourdes au monde, et ça fait vivre vraiment toute une région, donc je ne suis pas prêt de dire que c'était une connerie. Mais je pense qu'il s'est passé quelque chose vraiment par rapport aux enfants et tout ça, mais après, encore une fois, il faut imaginer si vous êtes dans le froid depuis 6 heures du matin, sous la pluie, dans la boue, vous attendez un miracle, vous avez, qu'est-ce qui peut bouger, mis à part les arbres ou le ciel, voilà, et à un moment, les nuages se dissipent, ça crée comme un petit arc-en-ciel dans le ciel, il suffit qu'il y ait la foule qui crie, qui prie, qui hurle, et vous êtes dedans, c'est un peu comme un match de foot, vous passez dedans. Et quand on va vous demander il s'est passé quoi, vous n'allez pas dire il y a un petit arc-en-ciel comme ça, un truc minable. Donc vous allez dire c'était extraordinaire. Parce que voilà. Puis plus vous allez raconter, plus ça va être faux en plus. Donc voilà, il faut se méfier de toutes ces histoires, mais c'était très intéressant, j'étais parti avec un excellent cadreur. Alors Rennes-le-Château, je sais que tu as tes entrées justement auprès de la municipalité de Rennes-le-Château parce que tu es quelqu'un de vraiment très respectueux, mais je voudrais que tu me racontes aussi un petit peu l'envers du décor. On est à la fin du 19e siècle, il y a un petit curé qui arrive là qui s'appelle Saunière, Béranger Saunière, qui arrive là en 1885. Il a 30 ans, il est muté dans un petit village, c'est le bout du monde, c'est sur une espèce de colline, il y a 100 habitants à tout casser, c'est extrêmement pauvre, je pense qu'il a un petit peu les boules. Et donc du coup, il va s'installer là et il va être hébergé par une petite famille en attendant, parce que tout est en ruine. L'église est dans un sale état, le presbytère, là où il aurait dû loger, est tellement pourri qu'il est obligé de loger chez d'autres personnes. Et puis petit à petit, je vous la fais assez rapide, il va faire des travaux dans son église, parce que ça devient assez urgent, et il va découvrir probablement quelque chose. Il y a des témoins de l'époque qui disent qu'il va découvrir des documents, une sorte de houle, c'est-à-dire une sorte de pot en terre avec des pièces d'or ou des choses comme ça. Donc il découvre quelque chose, des documents, tout un tas de choses, qui vont faire en sorte qu'à un moment, il va vraiment être pété de thunes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, il va faire des choses bizarres, il va fouiller dans le cimetière, ça c'est véridique.
Il va faire des fouilles à droite à gauche. Fouiller de nuit dans un cimetière, dans un petit village comme ça se voyait. Hein. Surtout pour un curé. Pour un curé avec sa bonne, il faisait ça la nuit, c'était très bizarre, quoi. C'est clair qu'il a découvert quelque chose, et ensuite, l'argent qu'il va avoir, et on ne sait pas d'où, eh ben, il va l'utiliser pour faire tout un domaine. Alors là, c'est une villa bourgeoise de l'époque. Pas pour lui, hein, pour soi-disant les retraités de l'église, une tour néogothique magnifique avec une vue splendide, toutes des remparts, un belvédère comme ça, une tour en verre aussi. Il va rénover l'église, alors c'est devenu une bonbonnière, c'est-à-dire c'est devenu un truc incroyable. Il y a plus de statues qu'il en faut, on ne sait plus où les mettre. Et il semblerait effectivement, quand on voit l'église et quand on voit le domaine, que c'est codé, c'est-à-dire en fait il est laissé des codes, il y a des petits personnages qui n'ont rien à faire là, il y a des choses qui ont été modifiées dans certaines statues, dans les stations de l'église. Effectivement, quand on est là, on se dit, ok, par exemple il a mis un diable absolument monstrueux à l'entrée de l'église, c'est bizarre, il a laissé une inscription à l'entrée de l'église aussi qui est terribilis es locus iste, du latin qui veut dire ce lieu est terrible. Alors vous imaginez, vous rentrez, c'est marqué « ce lieu est terrible », vous êtes accueilli par un diable pas possible, il fait une fresque à l'arrière de l'église et il met un petit personnage avec un parapluie qui regarde à un endroit précis. Et il se trouve qu'à chaque fois que Saunière se faisait prendre en photo, il avait un parapluie, donc c'est lui. Voilà, il y a tout un tas de trucs. Il se trouve que ça aurait pu s'arrêter là, l'histoire d'un curé qui a trouvé un trésor et qui a dépensé l'argent pour se faire un domaine. Mais non. Il y a un type à un moment qui va venir dans cette histoire-là, dans les années 50-60, et qui va trouver l'histoire vraiment intéressante et qui va se dire cette histoire n'est pas une histoire de trésor, c'est une histoire de secret d'église. Le curé aurait trouvé des documents très anciens qui relateraient certaines choses sur la vie de Jésus et de Marie-Madeleine, l'église étant dédiée à Marie-Madeleine. Et donc, du coup, il aurait quelque part essayé d'escroquer un peu l'église, pas d'escroquer, mais de dire « moi, j'ai le secret, si vous voulez que je ne dise rien, vous me donnez de l'argent. » Et le secret, ça serait le mariage de Jésus et de Marie-Madeleine, qui serait venu, alors donc Jésus pas mort, ou Jésus mort, mais enfin bref, qui serait venu en tout cas en France, non mais le délire, et qui aurait eu une descendance. Et la descendance se serait perpétuée chez les Mérovingiens, je vous la fais courte, hein, mais jusqu'à aujourd'hui, où un certain prieuré de Sion, un cercle secret, garderait le secret de cette descendance. Comment on a ce genre d'infos? C'est compliqué à mourir. Mais en gros, ça a donné le Da Vinci Code, enfin ça a donné avant l'Énigme sacrée, qui était un livre, un best-seller d'anglais dans les années 70, puis le Da Vinci Code dans les années 2000, et c'est un des livres qui s'est le plus vendu au monde quand même. Toute cette histoire est basée sur l'histoire de l'abbé Saunière. Et d'ailleurs, dans le Da Vinci Code, le personnage qui se fait assassiner dès le départ s'appelle Saunière. Tout est lié à ça, quoi. Mais tu as écrit un livre, hein, je crois. J'ai fait un documentaire avec TF1 vidéo à l'époque, ce qui s'appelait Les Véritables, avec Jean-Patrick Pourtal, ça s'appelait le Da Vinci Code, les véritables énigmes d'un best-seller, je crois. Comme je le disais, donc tu es un enquêteur, tu es un journaliste économiste, et ben, il s'intéresse à l'économie, sportif au sport, mais il y a toujours un petit peu de condescendance quand on parle justement de phénomènes mystérieux qui sont historiques. Hein, les Templiers, l'abbé Saunière, Rennes le Château, c'est historique tout d'abord. Est-ce que toi, tu n'en souffres pas un peu? Alors, c'est toujours, je dirais pas désobligeant, mais effectivement, c'est un peu frustrant. Quand on sort un bouquin, j'avais sorti un truc chez Michel Lafon qui s'appelait Paranormal, tout ça, j'ai fait vraiment une enquête. C'est un bouquin vraiment sérieux, mais hyper sérieux là-dessus. Et on se retrouve au rayon ésotérique, quoi. Bon, entre des médiums qui discutent avec Jeanne d'Arc et un autre qui a créé une secte en Amérique du Sud. Bon, c'est un peu navrant, quoi. Après, je comprends les libraires, hein, on nous classe dans quoi, mais bon. Et pareil, quand on est invité de temps en temps, ce qui m'arrive de temps en temps d'être invité et pas mal accueilli, hein, c'est toujours très sympa. Mais la dernière fois, c'est pas la dernière fois, mais une fois, il m'avait accueilli avec la musique de la soupe aux choux, je crois. Alors donc, on va accueillir David Gallet, tout ça, et là, t'entends ta, et tu rentres sur le plateau, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là déjà? Et là, pour le coup, ça m'a touché. C'est-à-dire que je suis arrivé sur le plateau, je faisais la gueule, parce que vraiment, voilà, et ils ont constaté que j'étais pas hyper content. Et enfin bon, ça va, vous êtes content d'être là? Et je dis, bah oui, par contre, m'accueillir sur la musique de la soupe aux choux, je vous le dis, je trouve ça un petit peu limite quand même. Vous accueillez des politiciens, par exemple, avec la musique du parrain, parce que ça leur correspond aussi très bien, par exemple. Et là, j'ai senti un petit froid. Mais c'est vraiment ce que je pensais. C'est-à-dire, voilà, pourquoi mettre à chaque fois la musique d'X-Files, etc. C'est une caricature. On est encore dans l'esprit des gens, quand on s'intéresse à ça, on est une caricature. Ah ouais, toi, les petits hommes verts, les fantômes, t'aimes ça, toi. Donc j'ai le droit porte-clés alien à mon anniv et des trucs comme ça. C'est rigolo, hein, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Mais il y a un moment, c'est quand même intéressant de discuter sérieusement
de ces sujets-là, parce que, encore une fois, des guérisons miraculeuses ou spontanées ou des choses comme ça, si on étudiait sévèrement le sujet, c'est étudié, hein, mais peut-être pas autant que ça, on pourrait peut-être guérir des milliers ou des millions de personnes. Si c'est le corps qui peut agir ou une énergie mystique, je ne sais pas, mais c'est très très intéressant. Si on étudie les ovnis et qu'on s'aperçoit que c'est un phénomène, je ne sais pas quoi, naturel, ça m'étonnerait, hein, enfin bon, qu'on s'aperçoit que c'est peut-être une illusion, parce que c'est aussi possible. Une illusion filmée, c'est compliqué, mais enfin, voilà, tous ces sujets-là, on pourrait vraiment s'y intéresser sérieusement, quoi. Mais on a laissé le champ complet, et à cause de ça, à cause de ces gens qui m'accueillent avec la soupe aux choux, on continue à laisser le champ à des gens, voilà, des médiums, à des machins, tout un tas de gens plus ou moins escrocs qui vont vous faire des conférences en vous disant à la fin, moi j'ai la vérité, et puis les autres vont dire, ah oui, mais effectivement tu as la vérité, et puis le type va dire, alors attendez, j'ai la vérité, ne le dites pas trop dehors, parce que les gens, ils ne vous comprendront pas. Vous êtes intelligent, vous avez compris, mais les autres dehors, ils ne comprendront pas. Ils vont vous faire du mal. Et puis vous rentrez dans un phénomène de secte. Donc c'est ça qui est dangereux. J'allais dire, laissez parler les gens qui étudient ces phénomènes-là sérieusement, le plus possible, parce que ça va éteindre le feu des escrocs, quoi. Bernard Werber a écrit des livres en utilisant tout ce que tu as étudié, tout ce que tu as enquêté. Ah non, je veux dire, tu es Non, rentré en relation avec lui. Oui, alors de temps en temps, effectivement, sur les Templiers, par exemple, Voilà. effectivement, ouais, c'est rigolo. On échangeait vraiment, c'est du pur échange. Lui, il m'a appris beaucoup plus que moi, je lui ai appris. Et c'est un écrivain, ça se nourrit de tout ce qui l'entoure. Je faisais partie de tout ce qui l'entourait, il a pioché dedans. Mais non, c'est pas, je suis pas un conseiller occulte des écrivains. Et enfin, toute dernière question, enfin 2 questions, 3 en fait. La première, je suis la fée Clochette. Ah, tu ressembles pas. Tu as accès, je peux te révéler un secret, le secret d'un phénomène, d'un trésor caché, de quelque chose qui te tarabusque depuis des années, et je peux répondre à ta question. Quelle question tu me poserais ? Ah, c'est marrant parce que j'ai fait une interview hier sur Énergie Belgique, il m'a posé exactement la même question. C'est la première fois Car c'est moi. C'est fou. Non, peut-être oui, savoir sur les ovnis, effectivement. Est-ce qu'il y a eu comme je le pense, des centaines, voire des milliers de civilisations avant nous dans l'univers, et je parle quasiment que de notre galaxie. Est-ce que ces traces qu'on voit, nous, arriver dans le ciel, etc., sont des traces de civilisations disparues depuis très, très, très longtemps ? Je pense que oui. Si quelqu'un me disait, vas-y, pose ta question, et il me disait, effectivement, tu as raison, c'est ça. Je me dirais, ah ok, je soupçonnais la chose. Et je serais content d'avoir été sur la bonne voie. Parce que, justement, en étudiant, en préparant, il y a plein de tableaux où on trouve des objets, tu parlais d'objets dans le ciel, les tableaux de la Renaissance, par exemple. Comment est-ce ça, c'est de l'interprétation pour la D'accord. grande majorité des cas. Ouais. Non, j'avais fait un truc sur les ovnis du passé, un bouquin et un documentaire. Alors, très déçu, parce que du coup, oui, il y a vraiment, ça c'est de la pure interprétation. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, par exemple, à Beaune, il y a, dans la collégiale de Sainte-Catherine, je crois, il y a, effectivement, il y a des tapisseries qui sont magnifiques. Et tout est bien représenté, des châteaux, des personnages, des corbeaux, des nuages, tout un tas de choses. Et il y a, on ne peut pas dire autre chose que des soucoupes volantes, vraiment brodées, nettes, comme ça, dans le ciel. Noir, bon, bah ok, on a tout ce qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? Alors si on n'a pas la culture, on se dit, bah, comme ils ont tout bien représenté, peut-être qu'ils ont vu quelque chose qui ça les a marqués. Et donc ils se sont dit, on va représenter dans le ciel ce qui nous a marqués. Possible, hein, pas de problème. Mais en fait, quand on va à la collégiale, l'enquête dure 2 minutes 30. Qu'est-ce que c'est ? La fille vous dit, c'est des soucoupes volantes, c'est ça ? Je rigole un petit peu. Elle me dit, bon, plus compliqué que ça quand même. En fait, toutes les tapisseries ça coûtait une fortune à l'époque. Et donc, tous les personnages que vous voyez là sont des représentations des donateurs. Quand on n'avait plus la place, on mettait leur château, leur domaine, tout ce qu'ils voulaient. Puis à un moment, on n'avait vraiment plus la place. Alors, on les symbolisait. Alors, vous pouvez mettre, je sais pas quoi, leur blason quelque part à droite à gauche. Puis il n'y a plus de place du tout. Alors là, on mettait vraiment le symbole ultime. Et il s'est trouvé que les 2 derniers donateurs ont été des cardinaux. Alors on a mis leur chapeau dans le ciel, parce qu'on ne savait plus où les mettre. Sauf que un chapeau de cardinal de l'époque, ça ressemble quand on l'a... Oh la déception. Oui, déception, évidemment. Mais voilà, on a la solution. On ressort avec le sourire, déçu, parce que voilà... Mais on se dit, bon, ok, j'ai compris, pas de problème. Alors c'est très, très, très casse-gueule d'aller sur les ovnis dans le passé, mais par contre, il y a des écrits, là pour le coup, c'était des scientifiques déjà, hein, on est au XVIIIe siècle, des astronomes amateurs ou des professionnels qui décrivent des choses qui sont totalement improbables. Et les Romains aussi, d'ailleurs, écrivaient des choses, ils parlaient de boucliers ardents ou de poutres flamboyantes.
Ah, ils étaient très étonnés, mais ils ne cherchaient pas à comprendre, les Romains. C'était un signe des dieux et ça voulait dire quelque chose. Donc ils cherchaient à interpréter, mais pas plus que ça. Donc il y en a qui décrivent des boules qui arrivent, de boules de lumière qui arrivent du ciel, qui descendent, qui s'arrêtent à 1 mètre du sol, qui restent là et qui se rebarrent très rapidement dans le ciel. Le romain, encore une fois, basique, hein, signe des dieux, je ne sais pas ce que c'est, je m'en fous, ça veut dire quelque chose. Mais c'est tout. Donc il y avait que 3 lignes, ce qui est dommage. Bah voilà, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. J'ai une toute dernière question, l'ultime question, et je la pose à chaque fois, à chaque invité. Non. Bah si, je te dis. Je vais te la poser quand même. Après, tu réponds pas si tu veux. Hein. Comment tu t'es trouvé lors de cette interview? Ah, moi? Oui. Et comment tu as trouvé l'interview? Ah bah, t'as été très bien en tout cas. Ouais, Non, je te parle pas de toi, je te parle de l'interview. Ah, l'interview, bah, c'est sympa. Bah, tu vois, c'est sympa de discuter de ce genre de sujet. Il y a un truc là. J'étais sûr que tu avais fait. C'est tout à fait hostile. C'est nul. Il y a quelqu'un derrière toi, c'est ça, oui. Voilà, oh, c'est mon ça, Dieu. mon Dieu. Voilà. Prochain projet sur les rails, tu es en train d'enquêter sur quelque chose, tu peux peut-être pas trop en dire. Non, je vais chercher un restaurant pour manger, puis après on verra bien. D'accord. Non, il y a des trucs. Ouais, je travaille avec Didier Van Kovlar sur un documentaire sur ce qu'on appelle l'insolence des miracles, qui est un de ses livres. Il y a aussi j'ai fini de tourner il y a au moins 2 ans les choses sur les apparitions de la Vierge. Je vais le monter, mais il faut que je trouve la fin. C'est extrêmement compliqué en réalité. Parce que tu dois vérifier encore des faits. Non, il faut que je pose. J'aime pas dire une conclusion parce que j'aime pas avoir des conclusions dans mes documentaires. J'aime que les gens se réfléchissent sur ça peut être quoi. Or là, j'ai peut-être une théorie qui tient vraiment beaucoup la route. Or, elle est tellement barrée que c'est invendable. C'est-à-dire, pas une chaîne va me dire « Ah non, alors là, les apparitions de la Vierge, plus des ovnis, plus machin, ça va être compliqué. » Et pourtant, c'est vraiment fantastiquement intéressant. Donc, peut-être que je vais le monter pour faire des conférences, un cycle de conférences en France. On verra. Parfait. Merci beaucoup, David Gallet. C'était passionnant. Merci à toi. Et Xav Story, c'est fini. On se retrouve pour un prochain numéro. Avec qui? Avec quoi? Je ne sais pas. Surprise. Des gens super intéressants. Mystère. À bientôt. C'était nul comme fin. C'est pas grave. On garde? Ouais, on garde quand même.